va aborder maintenant la troisième partie. Je vous rappelle, on avait une longue partie introductive où on présentait l'ISR de manière générale et comment l'ISR s'inscrivait dans cette problématique de la finance durable. Une deuxième partie consacrée à la mesure des performances financières de l'ISR. Et la troisième partie aujourd'hui sera un peu plus courte. C'est sur les performances extra-financières. J'ai insisté beaucoup la semaine dernière en vous disant que l'accent était mis essentiellement sur cette question de la performance financière. Et ma conclusion, c'était de dire qu'on avait peut-être, c'est une question importante, mais peut-être qu'on avait accordé trop d'importance à cette question et que la question des performances extra-financières, elle, avait été trop laissée de côté et avait été mise de côté. C'est pourtant la question clé, mais c'est plus compliqué. Alors on va essayer de voir pourquoi c'est plus compliqué et quelles sont les avancées en la matière. Okay. Donc ça va être la première partie du cours. Dans une deuxième partie du cours, on abordera rapidement une autre question qui est celle qui est liée, qui est celle des investisseurs ISR et de leur motivation. Est-ce que leur motivation elle est justement d'ordre financier ou d'ordre extra-financier? Évidemment, a priori, on s'attend à ce que ce soit d'autres raisons que simplement la volonté d'avoir une meilleure performance financière. Et on essaiera de dresser un profil type des investisseurs. Alors, vous verrez, cette partie, elle est un peu vide pour le moment. C'est une partie sur laquelle il y a assez peu de travaux. Et justement, je vous inviterai, pour ceux que ça intéresse, à en discuter éventuellement dans le cadre de votre mémoire, parce que j'ai une base de données sur justement un grand nombre d'investisseurs et dans lequel on pourrait regarder justement le profil type des investisseurs ISR. Ça pourrait être intéressant. Voilà, je vous en parlerai donc dans la deuxième partie du cours. Ok. Donc à court, en deux parties aujourd'hui. Donc je disais, does it pay to be good, la question majeure. Pourquoi? Parce que les firmes y ont intérêt. C'est ce qui, pour les sociétés de gestion, est la question première. En tout cas, jusqu'à présent, ça a été le cas. Et pour les chercheurs aussi, parce que la question de la performance extra-financière est complexe à analyser. Voilà un petit dessin illustratif. Alors, la mesure de la RSE, je l'ai dit, les chercheurs ont eu intérêt à se consacrer plutôt à la performance financière pour une question de mesure. Et je le rappelais déjà la semaine dernière, mais vous savez qu'aujourd'hui, l'essentiel de la littérature académique, elle est de nature économétrique. Et on a cette obsession de la mesure. Cette obsession de la mesure, elle nous amène à nous interroger, parfois à porter notre attention sur des questions qui sont moins pertinentes que d'autres. À l'inverse, je le disais déjà la semaine dernière, à l'inverse, les questions qui sont de nature qualitative sont un petit peu délaissées. Or, la RSE, ce concept-là, il est éminemment quantitatif. Il est très difficile à mettre en chiffres. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise vertueuse? Vous comprenez bien que c'est difficile à mettre en chiffres. Là, on a cette citation, alors qu'on attribue à Einstein, mais qui n'est pas d'Einstein en fait. Tout ce qui compte ne peut pas être forcément compté. Alors, quels sont les problèmes dans la mesure de la performance extra-financière? Bon, déjà, il faut pouvoir définir les objectifs extra-financiers, ce qui n'est pas évident. Je le disais, la RSE, c'est fondamentalement un objet multidimensionnel, par essence. Donc, il faut pouvoir dénombrer les objectifs extra-financiers, les identifier. La première étape. Et cette étape-là, elle est complexe. D'ailleurs, c'est ce qui fait dire aux partisans de la finance d'entreprise standard que la maximisation de la valeur actionnariale, la maximisation du profit, c'est un bon critère parce qu'il a un mérite, c'est qu'il est clairement identifiable par tout le monde, d'accord, et unique, unidimensionnel. Ce qui fait qu'on a a priori moins de conflits d'intérêts entre les dirigeants et les actionnaires que si on avait un critère multidimensionnel. Donc, il ne faut pas sous-estimer cette étape-là, qui est une étape difficile, complexe, mesurer les objectifs extra-financiers.
une firme se doit de respecter, alors aujourd'hui on considère 3 grandes catégories, hein, E, S et G. Une firme se doit de respecter des critères environnementaux, des critères sociaux et des critères en termes de gouvernance. Mais au sein de ces 3 grandes catégories, évidemment, il y a une multitude d'aspects. Et bien sûr, ces aspects ils peuvent être contradictoires les uns les autres. Il y a des débats sans fin quasiment autour, par exemple, de la lutte contre le changement climatique dans le secteur de l'énergie. EDF est-elle une entreprise responsable dans la mesure où EDF est certainement dans le monde un des électriciens qui consomme par unité d'électricité produite qui produit le moins de CO2. Hein, pourquoi? Parce que EDF s'appuie sur un parc de centrales nucléaires, mais le nucléaire peut être vu aussi comme un danger. Donc, vous voyez, même au sein même des critères ESG, on a des objectifs qui peuvent être différents, multiples et contradictoires. L'exemple du nucléaire, encore une fois, c'est un bon exemple. Le nucléaire, de fait, participe à la lutte contre le changement climatique, puisque c'est une source de production d'électricité qui n'émet pas de CO2, et pourtant les environnementalistes, les écologistes ne sont pas tous d'accord pour défendre cette énergie qui par ailleurs produit des déchets polluants radioactifs. Je ne saurais trancher cette question, mais on voit bien qu'il y a des difficultés dès lors qu'on a plusieurs critères. Certains de ces critères peuvent être contradictoires. Première étape. Deuxième étape, une fois qu'on a déterminé un certain nombre de critères, est-ce qu'on peut quantifier ces critères? Ce n'est pas évident. Alors dans le cas de la lutte contre le changement climatique, le principal gaz à effet de serre, vous le connaissez, c'est le CO2, mais on n'a pas que du CO2. Donc il faudra en prendre en compte le CO2, mais également d'autres émissions avec des facteurs de conversion. Les scientifiques savent faire. Donc, dans le cas de la lutte contre le changement climatique, on a une mesure quantifiable. D'accord ? Mais dans bien d'autres cas, c'est beaucoup plus compliqué. Notamment pour ce qui est des aspects sociaux. C'est très difficile de mesurer quantitativement un nombre d'aspects sociaux. Donc, il y a plein de cas où, parfaitement légitimes, où on s'attend à ce que l'entreprise bien respecte un certain nombre d'idées, mais on a du mal à quantifier ces aspects-là. La comptabilité environnementale, la comptabilité sociale est en progrès, mais n'est pas complètement aboutie. Et j'aimerais juste faire une petite parenthèse pour revenir sur le cas du CO2. J'ai dit les émissions de CO2. Alors, il n'y a pas que les émissions de CO2 qui comptent. Donc, il y a d'autres gaz à effet de serre. Bon, mais ça, on sait gérer. La question principale, quand on fait référence aux émissions de CO2, c'est de savoir eh bien, à quelle échelle on mesure ces émissions de CO2. Donc, pour que vous compreniez bien une anecdote d'expérience que j'ai vécue chez Euronext. Euronext, il y a plusieurs années de cela, il y a facilement 5-6 ans, Euronext voulait lancer un indice boursier spécifique low carbone, donc dédié à la lutte contre le changement climatique. L'idée était assez intéressante de la part d'Euronext. Et Euronext a donc constitué un panel d'experts avec des horizons variés pour discuter des entreprises à inclure dans cet indice. Donc, parmi les représentants, parmi les experts, si vous voulez, le conseil scientifique, c'est comme ça qu'il était nommé, vous aviez des universitaires, c'est la raison pour laquelle je figurais dans le panel, vous aviez des universitaires, vous aviez des gérants de portefeuille, qui ont bien sûr leur mot à dire, et vous aviez des associations de lutte, de défense de l'environnement, de lutte contre le changement climatique. Et donc, on se réunit tous ensemble pour essayer de voir comment on va identifier les entreprises qui émettent le moins de CO2 pour les inclure dans un indice à part. Pour cela, on mandate collectivement une firme, Trucost, une firme britannique, qui a ouvert son business autour d'une spécialité qui est la mesure donc de l'empreinte carbone des entreprises.
Trucost est mandaté pour nous fournir une liste d'entreprises. Vous comprenez bien, une liste, donc les principales, je ne sais plus, les 500 plus grosses entreprises d'Euronext sont évaluées par TruCarbone, et pour chaque entreprise, on a une estimation du montant des émissions de CO2. Et sur la base donc, de cette information, à nous de dresser une liste. Okay, donc la première réunion conduit à adopter cette démarche. On se revoit quelques mois plus tard donc, avec les estimations de Trucost. Et les gérants de portefeuille, légitimement, suggèrent que l'on ait une approche best in class, ce qui, on l'a vu précédemment, fait sens dans l'ISR. Il ne s'agissait pas de rejeter les secteurs qui émettent le plus de CO2, parce que ça a deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'en faisant cela, on a un portefeuille qui est moins bien diversifié, donc c'est un inconvénient pour l'investisseur. Et deuxième inconvénient, eh bien, en rejetant certains secteurs, on n'incite pas ces secteurs, les entreprises du secteur, à faire des efforts particuliers. Se sachant exclues, elles n'ont pas d'efforts particuliers à faire. Donc l'idée, c'est de retenir une approche best in class pour justement créer une certaine émulation au sein de chaque secteur pour que les entreprises développent des stratégies moins polluantes. Donc l'approche best in class est retenue donc, pour cet indice. Certains secteurs ne posent pas tellement de problèmes. On identifie donc différents secteurs et dans ces secteurs, on classe les entreprises qui émettent le moins de CO2 et on retient celles-ci. Et on exclut celles qui émettent le plus de CO2. Et l'idée, c'est de bien indiquer que ces entreprises-là ne sont pas exclues définitivement, mais pourront être incluses dans l'indice si elles revoient leur politique en la matière. Et puis, il y a d'autres secteurs pour lesquels c'est plus compliqué, notamment le secteur de l'automobile. Pour le secteur de l'automobile, quelle est l'entreprise qui s'avère être la plus vertueuse au sens donc, de la mesure faite par Trucost des émissions de CO2? Eh bien, cette entreprise, c'est Porsche. Et là, ça pose un vrai problème. Parce qu'on ne peut pas créer un indice low carbone, à faible intensité carbone, en ayant l'entreprise Porsche. Les investisseurs, le public ne comprendrait pas, et c'est légitime. Alors, pourquoi Porsche se retrouve ainsi inclus, a priori, enfin, se trouve pas inclus, mais en tout cas, fait partie des bons élèves? Tout simplement parce que Porsche a des usines très modernes, plus modernes que ses concurrents à l'époque, et donc avec des émissions de CO2 moindres, et puis surtout, la valeur d'une Porsche étant élevée, puisqu'on rapporte les émissions de CO2 à la valeur, parce que ce qui nous intéresse, c'est un ratio, ce n'est pas les quantités d'émissions en soi, puisqu'on essaye de classer les firmes, on les classe en fonction de leur efficacité. Donc, de fait, c'est un ratio, on rapporte les émissions de CO2 sur la valeur de la production. D'accord ? C'est la seule manière de comparer les entreprises. Et comme la valeur de la production Porsche est plus élevée que pour ses concurrents, eh bien ça vient aussi favoriser Porsche dans ce classement. Vous voyez ? Je décris ici quelque chose de très pratique, très opérationnel, pour vous montrer la difficulté que l'on a lorsqu'on est analyste ISR pour identifier les bonnes entreprises. Et le problème ne s'arrête pas là. Donc on voit bien, il n'est pas possible en l'état d'inclure Porsche, parce que Porsche, si son procédé de fabrication est assez économe et assez respectueux de l'environnement, eh bien, ses produits, eux, sont très polluants. Alors, vous savez, à l'époque, le produit un peu emblématique et un peu récent de Porsche était le fameux Porsche Cayenne. Et évidemment, c'est une voiture qui consomme énormément et qui donc produit beaucoup de CO2. D'accord, il y a désormais un hybride. À l'époque, il n'existait pas.
Hein, je vous dis, c'était il y a bien 5-6 ans. Mais qu'importe, hein, c'est un exemple que je donne là. Et donc, l'idée est alors eh bien, de ne pas retenir uniquement les rejets polluants et les émissions de CO2 en l'occurrence, hein, associés à la production, mais également en aval, ceux associés à l'utilisation du produit. Donc, on repart pour un tour de discussion. Trocost nous propose de nouvelles estimations qui incluent donc, je me répète, les émissions de CO2 liées à la production et puis les émissions de CO2 liées à l'utilisation du produit. C'est quelque chose de très classique hein, lorsqu'on mesure l'empreinte carbone. Hein, et on n'a évidemment rien inventé, mais voilà. C'est important d'avoir ces éléments-là en tête. Et puis on peut aller plus loin. Donc on a considéré la production et la consommation en aval. On peut aussi regarder ce qui se passe en amont. Imaginez une entreprise qui produit en ayant une chaîne de production découpée, autrement dit, qui fait appel à beaucoup de prestataires en amont. Les émissions qui lui seront attribuables, seraient très faibles. D'accord ? Et donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est non seulement la production et la consommation, on l'a déjà dit, mais il faut aussi prendre en amont les émissions de CO2 réalisées par les fournisseurs. D'accord ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les scopes. Scope 1, scope 2, scope 3. L'échelle hein, qui permet, enfin, l'échelle de mesure de l'empreinte carbone. Vous voyez ? Cette échelle n'est pas simple à définir. Il faut tenir compte des entreprises, connaître leurs fonctions de production. Ça demande souvent de réaliser beaucoup d'hypothèses. Et puis, il faut, en aval, avoir une estimation de la valeur des rejets polluants, de la production. Et puis, en amont, connaître les liens qui unissent l'entreprise et ses fournisseurs et connaître la fonction de production des fournisseurs. Parfois, ces fournisseurs sont à l'étranger. Pour savoir quelle est la consommation de CO2 d'un producteur chinois d'acier, ben, ce n'est pas évident. Et si cet acier-là, il vient, évidemment, dans la fabrication d'une voiture en Europe, ben, il faut le prendre en compte. Tout cela est vraiment pas simple à faire. Des secteurs pour lesquels c'est plus simple que d'autres. L'automobile, c'est assez compliqué. Donc, quantifier ces critères, ce n'est pas évident. Et j'ai pris un critère simple, hein, qui sont les émissions de CO2. Okay. L'histoire n'est pas tout à fait finie, puisque une fois qu'on résout ce problème du secteur automobile, les ONG, fort astucieusement, évoquent un autre problème, qui est le secteur bancaire. Comment va-t-on classer les entreprises du secteur bancaire et financier, principalement les grandes banques? Bien sûr, on va tenir compte des émissions de CO2, en l'occurrence c'est l'objet de cet indice, les émissions de CO2 réalisées par les banques. Mais vous imaginez bien que les émissions de CO2 des banques, c'est très faible. Comparé à d'autres secteurs, les banques, c'est des services à forte valeur ajoutée, il n'y a pas tellement d'émissions de CO2. Ça peut jouer, la différence peut jouer sur le bâtiment. Il n'y a pas énormément d'éléments clivants. Donc, classer les banques, ça ne fait pas vraiment de sens, à moins que l'on classe les banques en fonction, là encore, non pas de leurs émissions propres, mais des émissions de leurs clients. Alors là, les clients ne sont pas des automobilistes, ce sont les entreprises qui empruntent aux banques. Qu'est-ce que les banques financent? Est-ce qu'elles financent des projets à haute intensité carbone ou pas? Mais avoir cette information-là, c'est évidemment pas simple. Et donc pour les banques, on aimerait appliquer la même logique que pour l'automobile, mais c'est encore plus compliqué, vous le comprenez bien. Alors des ONG font ce travail régulièrement, chaque année, des ONG classent
les banques qui sont les bons élèves de la lutte contre le changement climatique, et puis donc les bons et les mauvais élèves sont identifiés. Évidemment, alors c'est un travail intéressant, évidemment, si ça vous intéresse, vous verrez que la méthodologie est toujours assez fragile. C'est pas une critique, hein. Je crois que ce travail doit être fait, et il est fait souvent avec beaucoup de soin. Pour autant, c'est très compliqué, on n'a pas toute l'information. Donc on réfléchit de plus en plus, on dit de plus en plus qu'il faudrait trouver quelque chose qui s'apparente à une comptabilité environnementale. Mais c'est très bourgeonnant, il n'y a pas de... voilà, on est assez peu avancé en la matière. Okay. Donc, la quantification, c'est très, très compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire qu'il faut être très prudent. Alors, imaginons, on retient l'idée, imaginons, on fait l'hypothèse. On fait l'hypothèse que nos critères sont quantifiables. Okay. Ce qui est une hypothèse très forte. À partir de là, la question se pose, puisqu'on a plusieurs critères, de la fongibilité. Alors, qu'est-ce que j'entends par ce problème de fongibilité? Eh bien, prenez une entreprise comme EDF, qui n'émet pas de CO2. Moins, bien sûr. EDF en émet, mais qui émet moins de CO2 que ses concurrents. Est-ce que on peut compenser cela par une production plus importante de déchets radioactifs? Est-ce que ça se compense? C'est pas évident. Et là, je parle que de l'environnement. Mais on peut élargir le problème aux critères ESG. Est-ce qu'une entreprise qui émettrait moins de CO2, enfin, comment classer une entreprise qui, d'un côté, émet peu de CO2, relativement au secteur, mais qui a une très mauvaise gouvernance? Est-ce que ça peut être compensé? Dans quelle mesure? Les moins et les plus, comment ils peuvent être compensés? On a parlé dans l'introduction, à nouveau dans la présentation générale, des agences de rating. Une agence de rating comme Vigeo a 45 critères. KLD, KLD, qui est l'agence américaine, a une dizaine de critères. La note globale de ces agences, c'est juste la somme de tous ces critères. Indifféremment. Ils font cette hypothèse implicite de fongibilité. On note chaque critère. Alors, parfois c'est des moins et des plus, parfois c'est des notes quantitatives, bon, mais qu'importe. Puis on agrège tout. Est-ce que ça, on a le droit de le faire? Oui, on a certainement le droit de le faire, mais est-ce que ça fait sens théoriquement? Est-ce que c'est fondé? C'est peu probable. La semaine dernière, un de nos étudiants, vous me parliez de l'accident qui a eu lieu au Brésil. L'entreprise Vale. Accident qui a eu lieu au Brésil et qui a fait des centaines de morts suite à l'effondrement d'un barrage. Alors, vous savez que la production d'électricité d'origine hydroélectrique, alors, c'était pas un barrage hydroélectrique, hein, c'était une mine, mais on peut imaginer un autre cas, un barrage hydroélectrique. Vous savez que ça émet moins de CO2, mais les barrages, pour construire un barrage hydroélectrique, vous avez besoin d'inonder une certaine zone, hein, d'accord, pour retenir l'eau. Et donc, il y a parfois, pas toujours, mais des déplacements de population, une atteinte à l'écosystème. Et puis, on a vu dans le cas précédent que parfois les barrages pouvaient céder. Bon, d'accord, je prends un cas. Comment on agrège tout cela? Est-ce que la réduction des émissions de CO2, eh bien finalement, n'est pas compensée, ou plus que compensée, par le déplacement d'une population ou des atteintes à un écosystème? C'est évidemment un problème quasi insoluble. C'est le problème de la fongibilité. Et puis,
on va aller encore plus loin. On va faire l'hypothèse que c'est fongible. On peut, comme ça, convertir un nombre des victimes en émissions de CO2 ou tout ce qu'on veut. Imaginons qu'on puisse agréger tous les critères. Il faut encore définir une métrique commune. Imaginons que sur le principe, je me répète, on puisse agréger les critères. Il faut pouvoir avoir des taux de conversion. Comment on fait pour convertir une diminution des espèces en danger en émissions de CO2, en nombre de chômeurs, je ne sais pas. Les critères sont très variés. Je reste assez vague parce qu'il y a tout un tas de critères, mais vous sentez bien que ces histoires d'agrégation, de compensation et puis de conversion des critères entre eux posent des problèmes gigantesques. Ces questions-là, elles ont complètement été mises sous le tapis pendant très longtemps par les agences qui n'avaient pas de solution à apporter. Et puis c'est normal parce qu'il faut aussi avancer et donc elles ont procédé à des moyennes simples. L'idée, à minima, serait d'introduire des pondérations, d'introduire des moyennes associées à des facteurs, ou alors on pourrait considérer une hiérarchisation des critères. Les agences commencent à aller un peu dans ce sens, Substanalytics notamment, pondèrent les critères pour donner plus d'importance à certains critères qu'à d'autres. D'accord ? Alors, je résume ça simplement. Donc, en anglais, il y a ce proverbe qui est très connu en anglais. Si vous avez la tête dans le four et les pieds dans le frigo, ou l'inverse, votre température moyenne est très bonne. Pour autant, vous avez un vrai problème. D'accord ? C'est un peu l'idée qu'on a lorsqu'on compense. Une entreprise qui aura de très mauvaises actions d'une part et qui aura de très bonnes actions d'autre part, c'est pas une bonne entreprise. Je ne le mentionne pas ici, il faut que je complète les diapositives de cette section. Elle pourrait être plus complète, mais Cochrane, un universitaire américain, justement reprenant la notation des entreprises américaines, montre que les entreprises qui ont tendance à être bien notées sur certains critères sont précisément les entreprises qui sont mal notées sur d'autres critères. La responsabilité sociale, c'est le titre de son papier, c'est en tout cas la conclusion de son papier, la responsabilité sociale de l'entreprise va de pair avec une irresponsabilité. Donc le papier, c'est un papier purement empirique, où on a des corrélations, on n'a pas de causalité, mais on peut imaginer que on peut imaginer un sens de causalité. On peut imaginer que justement les entreprises qui sont donc irresponsables, qui ont de mauvais résultats dans certains domaines, justement stratégiquement développent certains points forts comme outil de greenwashing, pour apparaître comme plus vertueuses. Dans l'introduction, dans la présentation générale, je vous parlais du naming. Vous vous souvenez, le naming, c'est ces entreprises qui financent des biens publics en contrepartie. Donc, c'est souvent le cas pour les enceintes de foot. En contrepartie, l'enceinte, le bien public en question va porter le nom de la firme. Donc, c'est un outil marketing aussi, mais c'est aussi une façon, je dis, de valoriser des performances. Valoriser la responsabilité sociale de l'entreprise, parce l'entreprise peut toujours prétendre qu'elle œuvre pour financer des biens publics, ce qui n'est pas faux. Je vous ai dit la dernière fois que l'observation montre que ces entreprises qui pratiquent du naming sont généralement des entreprises qui sont mal gérées. D'accord ? Donc, c'est très difficile de faire apparaître des causalités, mais quand même, il y a pas mal d'anecdotes et d'évidences qui suggèrent qu'il y a une causalité entre le fait d'être irresponsable et le fait d'agir de manière responsable.
Okay. Sur cette question d'agrégation des critères, je voulais vous donner un exemple simple, vous allez voir, qui fait référence donc à ce qu'on appelle le paradoxe de Condorcet. Et je pense que ça, vous l'avez déjà abordé, pas forcément tous, mais beaucoup d'entre vous, vous avez abordé cela dans vos cours d'économie ou de microéconomie. Il y a un vrai problème avec l'agrégation des critères. Je vous ai dit, c'est pris récemment en compte dans les littératures sur la RSE et l'ISR, mais en économie, les problèmes d'agrégation des critères, ça fait très longtemps que c'est un problème. Un problème notamment dans la théorie des choix publics. Comment agréger des préférences diverses de la part des citoyens. C'est très très compliqué. Donc là, c'est un exemple que j'utilise souvent, un peu provocateur, mais qui permet de bien fixer les idées. Donc on va imaginer 3 critères. On n'en a pas 45, on en a 3. E, S et G. Et puis on veut classer 3 entreprises. La première entreprise, c'est une grande banque d'investissement à Wall Street. Alors, sur l'environnement, elle est classée première, puisque son activité est non polluante. Sur les aspects sociaux, au sens large, eh bien, l'entreprise finance de l'art contemporain. C'est évidemment un exemple complètement fictif, mais pas si loin de la réalité. En revanche, sur les aspects de gouvernance, il y a de vrais problèmes, notamment dans la rémunération des salariés, avec des bonus qui sont, on le sait, des incitations aux prises de risque. Donc, en termes de gouvernance, la banque, on a décidé de la classer 3e parmi nos 3 entreprises. On a aussi une compagnie pétrolière, Super Oil. Elle est classée première sur les aspects sociaux. D'accord ? Pourquoi ? Parce que les employés perçoivent une participation bénéfice. Il y a tout un système qui a été mis en place qui est plutôt intéressant, utile. Sur les aspects de gouvernance, elle est classée 2e. Je ne donne pas d'exemple particulier. Et en revanche, c'est une compagnie qui pollue pas mal. Donc on la classe 3e sur le critère environnemental. Et enfin, Giant Store, un géant de la grande distribution. Donc sur les aspects sociaux, c'est là que l'entreprise pêche, puisqu'elle paie des salaires très bas, avec des heures de travail qui sont fragmentées. Enfin, une entreprise de la grande distribution qui, en revanche, sur les aspects de gouvernance, est classée première. Et en l'occurrence, j'ai pris cet exemple-là, elle respecte la parité, ou pas, tout à fait, en tout cas, il y a des efforts pour inclure dans le conseil d'administration de la diversité. Voilà. Un petit exemple, juste pour insister pour illustrer ce paradoxe de Condorcet. Vous voyez qu'on a 3 entreprises et 3 critères. Chaque entreprise est classée une fois première, une fois 2e, une fois 3e. Et donc, on est dans un cas de figure volontairement simpliste et un peu provocateur, où on est face à une complète indétermination des choix. Quelle est la meilleure entreprise ? Chacune d'entre elles est classée première, 2e ou 3e. Je répète, cet exemple est un peu provocateur, simpliste, certes, mais si vous prenez l'ensemble des entreprises admises à la cote, en France, aux États-Unis, travaux ont été réalisés en ce sens. Eh bien, vous regardez que c'est très difficile de discriminer les entreprises entre elles. Elles ont toutes, beaucoup d'entre elles, elles ont des résultats moyens. Il est rare d'avoir une entreprise qui pêche par tous les critères. Et il est rare d'avoir une entreprise vertueuse selon un grand nombre de critères. Voilà. Finalement, l'approche multidimensionnelle, elle conduit, dans les faits, à des résultats qui sont peu discriminants. On a beaucoup d'entreprises moyennes. Vous voyez, c'est assez simple à représenter. Vous représentez, prenez une distribution gaussienne des notes ou des performances extra-financières. Il y a très peu dans les queues de distribution et beaucoup dans la moyenne. D'où, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'importance de l'agrégation des critères, éventuellement des pondérations. Dans un papier que je mentionnerai tout à l'heure, nous, ce qu'on suggère, c'est que les entreprises liées au secteur pétrolier voient la pondération environnementale, voient les critères environnementaux pondérés beaucoup plus fortement que les autres critères. Non seulement il me semble utile d'avoir
des pondérations, de ne pas considérer que tous les critères sont équivalents. Mais en plus, il faudrait imaginer des pondérations qui soient spécifiques à chaque secteur. On ne va pas pondérer de la même manière les banques et les entreprises du secteur de l'énergie. Pour les banques, le critère le plus important, c'est le critère en termes de gouvernance. Vous voyez bien l'idée, on ne va pas classer les banques sur la base de leur rejet polluant. Parce que ça, c'est peu discriminant. Les banques, elles se ressemblent toutes à ce niveau-là. Si je ne prends pas en compte l'aval, parce que ça, c'est assez difficile à prendre en compte. En revanche, ce qui va distinguer les banques, c'est par exemple, pour prendre un élément de la gouvernance des banques important, eh bien, leur implication dans les paradis fiscaux. Il y a des banques comme le Crédit Coopératif qui n'ont aucune implantation dans les paradis fiscaux. À l'inverse, on a HSBC ou Société Générale, où vous avez des dizaines d'implantations aux Bahamas, aux îles Caïmans. Bon, cet élément-là, il est certainement plus important à prendre en compte lorsqu'il s'agit des banques que les rejets polluants. Je suis allé faire des... Juste pour l'anecdote, moi je suis allé faire des... J'ai participé à des conférences dans les banques sur ces critères ESG. De manière anecdotique, je vous raconte ça, mais le responsable ESG d'une banque, la responsable en l'occurrence, me disait, mais vous savez, nous, on recycle notre papier et nos cartouches d'encre. C'est évidemment très bien que la banque ait un programme comme ça, puisque la banque AFL va envoyer un courrier à chacun des salariés, donc c'est une initiative intéressante, pour encourager donc les salariés à recycler leur papier. Donc vous savez, le papier usagé, vous le mettez dans la poubelle de tri, et les cartouches d'encre, vous ne les jetez pas. Bon. C'est très très bien, mais ce n'est pas ce qu'on attend d'une banque. Enfin, il faut le faire, évidemment, mais ce n'est pas là où la responsabilité sociale de la banque est la plus importante. Ce qu'on attend de la banque, c'est, je sais pas moi, je prends la question des paradis fiscaux parce qu'elle est assez consensuelle, mais il y a plein d'éléments de gouvernance qui sont importants. Okay. Donc ce critère-là, il peut être plus important pour les banques, et à l'inverse, les critères environnementaux, pour certains secteurs, doivent dominer, notamment pour les secteurs liés à la production de matières premières, liés à la production d'énergie. Okay. Donc retenez cette idée, quand vous allez, si vous êtes analyste financier, si vous discutez de ces travaux-là, le concept de paradoxe de Condorcet, c'est un point important. Donc je vous disais, nous ce qu'on considère, c'est une pondération du critère. Là, je vous livre un tableau avec pas mal d'agences et puis des pondérations, pour vous donner une idée. Par exemple, KLD, dans les années 90, avait, je vous disais, une dizaine de critères. Et il faisait une moyenne simple. Autrement dit, implicitement, il pondérait de la même manière tous les critères. Ce qui fait vraiment peu sens. Par exemple, le fait de ne pas produire d'alcool, ça pesait pour... le poids était de 7% dans le critère total. Il y a très peu d'entreprises qui produisent de l'alcool. Si vous prenez la cote à la bourse de New York, très peu d'entreprises qui sont liées à une production d'alcool. Et ce poids-là, il était aussi important que le poids consacré à l'environnement, qui là concerne un plus grand nombre d'entreprises. Le fait d'avoir des relations avec l'Afrique du Sud, je dis, là c'est des notes qui étaient en vigueur dans les années 90, compte autant que la gouvernance d'entreprise. Bon, on voit que c'est facile de critiquer aujourd'hui avec 20 ans de recul, j'ai bien conscience de cela, c'était une première approche. Bon, on voit bien que cette approche, elle était nécessaire au début, parce qu'il fallait collecter de l'information, essayer de quantifier un certain nombre de critères, mais cette approche, il faut qu'elle évolue pour prendre en compte justement la hiérarchie qu'il peut y avoir entre les critères. Donc à partir de 2000, il y a un changement, puisque ce qu'ils appellent les controversial issues sont considérés dans un premier temps et forment une catégorie spécifique avant d'être intégrés aux autres, ce qui réduit leur poids. Et puis MSCI, à partir des années 2010, donc rachète KLD, et là, les controversial issues disparaissent parce que ça déséquilibre un peu la notation, mais on conserve une pondération, 20% pour chaque critère environnement. Les critères sociaux, ils sont distingués en trois, et puis un critère de 1% sur la gouvernance. Jansi, donc le groupe,
rapporte, lui, des pondérations qui diffèrent entre les secteurs, hein, et qui varient. Par exemple, pour le critère environnement, la pondération va de 11 à 32% selon les entreprises. Voilà. Nous, ce qu'on propose, c'est une pondération également qui s'adapte à chaque secteur. Alors, la pondération qui est proposée ici, qu'est-ce qu'on a fait comme travail? On a collecté donc beaucoup d'informations communiquées autour de la RSE dans la presse pour essayer de déterminer à grande échelle quelles sont les questions et les problématiques qui sont les plus importantes dans chaque secteur. On en a déduit de pondération. Bon, la méthode n'est pas très compliquée. Et on obtient donc le résultat suivant. Plus de 50% du poids, plus de 50% des questions de RSE dans le secteur de la banque, par exemple, portent sur des questions de gouvernance. Voilà, donc on en détermine un poids d'environ 50%. Les questions environnementales jouent très peu, c'est 7%. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. À l'inverse, dans le secteur ressources naturelles, donc production d'énergie, production de matières premières, là c'est plus équilibré, mais on a un critère important autour de l'environnement. Alors la gouvernance joue aussi beaucoup parce que dans ces entreprises d'extraction minière et d'environnement, il y a pas mal de corruption, donc là aussi il y a un élément de gouvernance important. On retient surtout l'intérêt qu'il peut y avoir à pondérer. Ok, il y a d'autres approches sont publiées dans la littérature, notamment une collègue aux États-Unis, Mazoutis, qui va distinguer différentes stratégies en termes de RSE plus ou moins diffuses. D'accord. Donc là, on a 6 entreprises fictives. Donc, vous voyez comment c'est construit. Hein. L'entreprise numéro 1 qui va avoir d'excellents résultats pour ce qui est des relations avec ses employés. D'accord. Mais aucune caractéristique particulière pour ce qui est des autres critères. D'accord. Donc elle obtient une note de 6. A l'inverse, l'entreprise numéro 6 a des résultats moyens, mais dans tous les critères. On a 6 critères ici. Donc on obtient la même note. Donc évidemment, il s'agit là d'entreprises fictives. On a 6 entreprises et donc on distingue les entreprises qui sont plus ou moins spécialisées dans certains secteurs. Et elle propose, donc Mazoutis propose, en plus de la note globale, que les agences déterminent le type de performance RSE. Est-ce que c'est une performance ciblée? Est-ce que c'est une performance plus diffuse? Donc ce serait intéressant de ne pas avoir juste un résultat, la note globale. Vous voyez bien ici, toutes les entreprises ont la même note par construction, mais ça obéit à différentes stratégies. Donc ça pourrait être une façon aussi d'améliorer un peu notre connaissance des performances RSE des entreprises. D'accord. Donc l'analyse on ne va pas revenir vraiment sur le papier. Hein. Bon, il y a des entreprises qui ne font pas d'ISR et puis on a 4 catégories. Alors ici, dans le segment nord-est, vous avez les entreprises qui font à la fois beaucoup de RSE et qui sont investies dans beaucoup de critères et avec de bonnes performances à chaque fois. C'est évidemment les meilleures entreprises. On a des entreprises qui s'engagent dans peu de critères et qui ont peu de bonnes performances. Donc ça, c'est assez facile à analyser, mais on a ces 2 cas de figure-là, le nord-ouest et le sud-est, des entreprises qui font soit beaucoup dans un critère, soit un peu dans beaucoup de critères. Ceux-là, on a du mal à les... c'est le fameux paquet moyen dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. La plupart des entreprises se situent dans ces cadrans-là, hein. Ici et ici. Et donc, celles-là, c'est bien de les distinguer. Elles ont des notes moyennes, similaires, mais elles ont des stratégies très différentes. Okay.
Donc c'est une bonne façon de représenter les stratégies SR. Résumons donc, la mesure des performances extra-financières, c'est un exercice difficile. Difficile, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il faut avoir conscience des difficultés, avoir conscience des limites. D'abord, parce que c'est très qualitatif. Ensuite, premier problème, la RSE, c'est très qualitatif. Et deuxième problème, c'est multidimensionnel. D'accord. Donc, on a bien ces deux problèmes en tête. Ce qui s'est fait dans un premier temps, c'est recourir à des indicateurs composites en agrégeant simplement plusieurs critères. Ça repose sur des hypothèses qui sont très contestables, des hypothèses de fongibilité, de commensurabilité, qui sont très contestables. Et en conséquence, cela conduit à avoir des résultats qui sont peu discriminants. Donc, ce n'est pas qu'un problème théorique. En pratique, ça pose problème puisque on finit par avoir des résultats qui sont très peu discriminants entre les entreprises. Voilà.